Alors comment j'en suis arrivé à ce projet? J'ai eu la chance, il y a 2 ans, de faire un voyage à Auschwitz également, avec des enseignants. Donc c'était 3 jours de formation sur place. Et au retour, je m'étais promis d'amener une classe. Je voulais absolument qu'une fois au moins je puisse amener une classe à Auschwitz. Et je connaissais ce projet mené par le mémorial, par la région et par l'académie. Et donc j'ai postulé à ce projet et j'ai eu la chance que mon projet était revenu. Donc j'ai cherché qu'est-ce que je pouvais présenter. Et dans mes recherches, je suis tombé sur Robert Weil. Et là j'ai compris que c'était ça que je devais faire. Pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Donc je vais vous présenter un petit peu comment on est arrivé jusqu'à cette soirée. Donc la présentation, l'idée c'est qu'en première on étudie la Shoah. Et à travers justement le parcours de M. Weil, on peut aborder tous les thèmes du cours. Donc c'était déjà un point très intéressant. Le deuxième point évidemment, c'est que c'est un professeur d'ici. Donc ça pouvait aussi être un autre point très intéressant pour les élèves. Donc les étapes, donc j'ai déposé mon dossier en octobre 2018. En novembre, j'ai eu la bonne surprise, agréable surprise, d'apprendre que mon projet était revenu. Ensuite, avec nos 2 délégués de classe, nous sommes rendus à Paris au mémorial pour signer la convention, pour assister à la signature de la convention entre la région Grand Est et le mémorial de la Shoah. Nous sommes allés une journée sur place. En décembre, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Alain Weil, concours de circonstances. Il venait à Strasbourg, donc j'ai dit, c'est le moment de se rencontrer. Donc on a eu cette chance de pouvoir discuter, échanger. Ensuite, en décembre, toujours avec les élèves, toute la classe, cette fois-ci, nous sommes allés visiter le mémorial à Paris. Et nous avons rencontré aussi un surveillant, M. Urbetgel, qui a témoigné auprès de nos élèves. Donc c'était aussi un moment fort. Et en février, nous sommes allés une journée à Auschwitz. Grande journée, départ à 4h du matin, les parents en veulent encore un peu. Retour à minuit et demi. Donc très longue journée, mais c'était vraiment le point d'orgue un petit peu de ce projet. En mars 2019, nous avons fait la visite de Sarreguemines avec Madame Kahn et le rabbin M. Ariel Wertenschlag qui nous a reçus à la synagogue. Donc l'idée c'était un petit peu voir quelles sont les traces de la communauté juive à Sarreguemines. Et aujourd'hui, restitution des travaux. Donc c'est l'épilogue de ce long travail mené tout au long de l'année avec les élèves. Cet après-midi, ils se sont entraînés, ils ont présenté leurs travaux à des classes. Donc voilà les 8 exposés qu'on va vous présenter ce soir. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, c'est le moment pour eux de se lancer dans le grand bain. Donc je vais appeler le premier groupe, 2 élèves en particulier, donc Octave et Ayoub, qui vont donc vous présenter une biographie sommaire, on aurait pu faire très long, de M. Robert Weil. Donc déjà bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'a dit M. Franou, nous on va vous présenter la biographie de M. Weil. Alors tout d'abord je vais vous parler de sa vie avant la guerre. Robert Weil est né à Champignelles en 1912. Il était professeur en physique-chimie au lycée Jean de Pange, ici donc à Sarreguemines, en 1936. Et il a épousé sa première femme, Olga Spinga, en 1938, dont la famille est originaire de Cracovie en Pologne. Leur fille Ruth est née le 28 mai 1939. On peut voir une photo d'elle. En septembre 1939, il s'est fait évacuer de Sarreguemines des familles Spingard et Weil qui s'établissent d'abord à Angoulême puis à Brûme. Alors maintenant, nous allons voir la vie de M. Robert Weil pendant la guerre. Alors, en octobre 1939, il est nommé professeur à l'école des officiers mécaniciens de marine à Boulogne-sur-Mer. Le 1er avril 1940, il suit les cours d'élèves aspirants à Auxerre. Il est fait prisonnier à Romilly-sur-Seine le 15 juin 1940, où il s'évade en août 1940 et gagne aussitôt la zone sud. Le statut des Juifs publié en août 1940 par le gouvernement de Vichy l'empêche de reprendre sa place de professeur. Il devient directeur de la maison d'accueil pour enfants juifs dans l'Allier en 1941 et il eut la naissance le 23 mai 1942 de sa deuxième fille, Weil, Danielle Juliette. Ici, nous pouvons voir une photo présente de Danielle Juliette. Alors ici, nous pouvons voir aussi une photo de la famille au complet avec M. Robert Weil, sa femme Olga et ses 2 filles.
En 1942, à la demande du consistoire central de Lyon, il accepte la charge de délégué itinérant pour la région de Pau et les camps d'internement de Gours et de Rivesaltes pour transmettre aux internés et aux transfuges des nouvelles de leur famille, les pourvoir en petites fournitures, argent, faux papiers et fausses cartes d'alimentation et diffuser ainsi les circulations secrètes du consistoire central aux responsables des communautés. Alors il a été recherché par la Gestapo, du coup il a quitté Bourg-de-Vernay. En septembre 1943, il prend la direction d'une maison d'enfants à Saint-Paul-en-Chablais en Haute-Savoie. En mars 1944, les SS se présentent à la maison d'enfants où il avait pu évacuer la centaine de pensionnaires et les confier à des résistants, des prêtres ou des pasteurs. Alors ici nous pouvons voir une photo de la maison d'enfants. Robert Weil essaie de passer en Suisse avec sa famille. Le 29 avril 1944, ils sont arrêtés près de Annemasse et détenus à la prison de la Gestapo, à Annemasse. Ils sont conduits au camp de Drancy et ils font partie du convoi numéro 75 en date du 30 mai 1944 à destination d'Auschwitz-Birkenau. Dès l'arrivée à Auschwitz-Birkenau, Olga, âgée de 23 ans, Ruth, âgée de 5 ans et Daniel, âgé de 2 ans, sont tués dans les chambres à gaz. Robert Weil est transféré au camp d'Auschwitz. Il est affecté dans différents commandos, l'abri et terrassement du camp d'Auschwitz, affecté comme chimiste au laboratoire d'analyse du camp, annexe de Raisko en octobre 1944. Il a été évacué le 18 janvier 1945 du camp vers le camp de Gross-Rosen, puis du 7 au 10 février 1945 vers le camp de Buchenwald lors des marches de la mort. Le 11 avril 1945, à 11h du matin, les troupes américaines du général Patton libèrent Buchenwald. Dans un état de grande faiblesse, Robert Weil est rapatrié en France le 8 mai 1945, le jour de l'armistice. Donc maintenant, je vais vous présenter sa vie après la guerre. Donc à la rentrée d'octobre 1945, 5 mois à peine après son retour de déportation, Robert Weil reprend son enseignement au lycée de Jean de Pange de Sarreguemines. En 1947, il épouse en seconde noces Fanny Spingard, sa belle-sœur. En 1948, ils ont eu un fils, Alain Weil, qui deviendra rabbin de Clermont-Ferrand puis de Strasbourg. De 1947 à 1967, il est président de l'amicale des professeurs de l'établissement et il prend sa retraite en 1974. En 1986, il quitte Sarreguemines pour venir s'établir à Strasbourg pour être plus proche de son fils et de ses petits-enfants. Il décède à Strasbourg le 30 janvier 1992 et est enterré au cimetière israélite de Sarreguemines. Il a reçu de nombreuses distinctions comme la médaille de la déportation et de l'internement pour fait de résistance, la croix du combattant volontaire et de la résistance ou encore la médaille militaire avec croix de guerre en 1979. Il a aussi écrit plusieurs publications comme Mon séjour dans les camps de concentration allemands d'avril 1944 à avril 1945. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Bonjour à tous. Nous allons vous présenter notre exposé en lien avec la Shoah. Celui-ci traitera de la communauté juive de Sarreguemines pendant la Seconde Guerre mondiale, avec pour ligne conductrice l'histoire de Robert Weil, ancien professeur de physique-chimie au lycée. Nous présenterons ce projet autour de 5 sous-parties. Donc Robert Weil et sa famille, le judaïsme, les lieux de culte à Sarreguemines, le bilan de la Shoah à Sarreguemines et enfin le cimetière juif. Alors, pour commencer la présentation de la famille de M. Weil, on cite d'abord sa première femme, Olga Spingard, née le 5 octobre 1921 à Sarreguemines. Sa famille est originaire de Cracovie en Pologne, et c'est à 17 ans qu'elle se marie avec M. Weil. Elle perdra la vie dans le camp de Birkenau où elle sera déportée. Ensuite, on a les 2 enfants de Robert Weil. Donc la première, Ruth Weil, qui est née en 1939 à Neuilly-sur-Seine. Et la deuxième, Daniel Juliette Weil, qui est née en 1942 à Vichy. Et les deux seront également déportés à Birkenau et tués. Alors, comme autres membres de la famille, on peut aussi trouver les beaux-parents de M. Weil, qui était commerçant à Sarreguemines, et leurs 3 filles, dont Olga Spingard, la première femme de M. Weil, et Fanny, la seconde. On a aussi une image de la mère de Robert Weil, Elisabeth Flonner, qui est née en 1873, et du père de M. Weil, Baruch Weil. À son retour, Robert Weil cherche à recréer un schéma familial à l'image du précédent,
Il va donc se marier en 1947 avec sa seconde épouse, Fanny, qui n'est qu'autre que la sœur d'Olga, sa première femme. De cette union naîtra un fils, Alain Weil, qui est parmi nous ce soir. Robert Weil était donc professeur de physique au lycée Jean de Pange de Sarreguemines de 1945 à 1974 et il vécut jusqu'en 1986. Voilà donc une photo de M. Weil au centre, datant de 1946. Alors, pour traiter finalement le sujet de la communauté juive de Sarreguemines, il est important tout d'abord de comprendre ce qu'est le judaïsme. Alors, on vous l'a résumé à travers une définition. Donc, le judaïsme s'est défini comme une forme de pratique et de vie religieuse qui suit la croyance d'un être suprême. Et cet être suprême, il est censé communiquer avec l'humanité par le biais de la Torah. Ainsi, un juif est considéré comme tel par le biais de la descendance ou par un choix pleinement conscient et engagé de la pratique du culte, autour de 6 spécificités. Donc on a d'abord un enseignement dès la plus tendre enfance, c'est-à-dire qu'on va inscrire les enfants le plus tôt possible dans le culte, au travers par exemple de la circoncision ou de l'enseignement de l'hébreu dès 5-6 ans. Ensuite, on va parler du jour du culte qui est le samedi. On parle du samedi puisque dans les écrits bibliques, la création s'est faite en 7 jours, le 6e jour étant un jour de repos. Il sera symbolisé comme le jour du culte, le Shabbat. Ensuite, on parle du Shabbat, un ensemble de règles strictes. Alors, c'est absolument pas péjoratif, c'est simplement pour mettre en avant le fait qu'il existe un panel de règles plus ou moins pointilleuses, notamment le fait qu'on a l'interdiction de créer. Donc, par exemple, allumer une lumière, cuisiner, bricoler sont des actions de création. Il y a également d'autres règles, comme le fait qu'on ne puisse pas manger d'animaux qui hennissent ou qui portent des sabots. Ou par exemple dans la maison on trouvera 2 services de vaisselle, un pour tout ce qui sera viande et un autre pour le reste. Ensuite on parle d'un rapport à la mort qui est différent puisqu'il faut savoir que dans le culte juif, on ne vénère pas les morts. On observe notamment cette différence au niveau des cimetières, étant donné que sur les tombes il n'y a pas de fleurs, simplement des cailloux. Cette différence elle se marque aussi dans le fait qu'on veuille garder les corps intacts. Or, nous savons que dans le processus d'extermination, les nazis vont faire passer les corps par la crémation, ce qui est un acte encore plus dégradant pour les juifs. Ensuite, on va parler d'un lieu de culte et de pratiques particulières. Il faut savoir que quand on entre dans une synagogue, on observe qu'il n'y a aucune icône religieuse, aucune statue, que la synagogue est construite sur 2 étages, les hommes se trouvant au rez-de-chaussée et les femmes au premier étage, et que lors des célébrations, une bonne partie est dite en hébreu. Enfin, on parle d'une religion sans intermédiaire, puisque, contrairement à la religion catholique, par exemple, il n'y aura pas d'évêques, de curés, etc. Simplement des rabbins qui sont là pour lire et enseigner la Torah. Donc après avoir parlé du judaïsme en général, on va s'intéresser plus concrètement à Sarreguemines avec les lieux de culte et l'implication religieuse de Robert Weil. Donc les petites rues de Sarreguemines, elles ont toutes leurs histoires et elles marquent notamment le judaïsme. On parlera notamment de la place Friedengaschen, qui rappelle le souvenir du fondement du premier lieu d'ancrage du judaïsme en 1769. En effet, on a un marchand israélite qui s'appelle Ber et qui va demander à transformer une partie de sa maison en synagogue pour pouvoir pratiquer le culte israélite. Par la suite, on aura véritablement le premier édifice qui permettra de prier au niveau de la religion juive. C'est le premier lieu qui est adapté pour recevoir tous les fidèles. Donc on vous a mis l'ancienne synagogue qui a été construite en 1860. Malheureusement, elle va être incendiée en juin 1940 et le 20 septembre de la même année, elle sera dynamitée par les nazis parce qu'en plus de vouloir exterminer les juifs, on veut exterminer tout ce qui a un rapport avec eux et ça comprend les synagogues. Une plaque sera érigée en son souvenir et cette plaque on la trouve rue de la Chapelle dans la zone piétonne de Sarreguemines. Durant la guerre, les Juifs ils vont devoir se cacher pour pratiquer le culte. Donc de nombreuses habitations vont servir d'endroits secrets pour pouvoir prier. À leur retour, il faut savoir que les rescapés ils sont détruits et ils vont être encore plus attristés de savoir que leur lieu de culte en fait a été détruit. Et de ce fait, la communauté elle va s'attacher à reconstruire une synagogue et les travaux vont donc débuter en 1957.
Cette synagogue, elle sera inaugurée le 1er mars 1959 et il faut savoir qu'elle a été construite à l'opposé de la précédente, c'est-à-dire de l'autre côté de la Sarre, à proximité d'églises catholiques et protestantes, dans le but de symboliser la paix et après un conflit aussi dévastateur que cette guerre. Donc Robert Weil était une personne très impliquée dans la religion. On peut dire aussi que c'était une personne qui a décidé d'élargir ses connaissances dans la vie religieuse après avoir fini ses études de professeur à l'aide de son cousin Abraham Deutsch qu'on peut voir au tableau. Ensuite, Robert Weil a décidé d'écrire un texte en expliquant, en racontant l'histoire de la communauté juive à Sarreguemines du XIIIe siècle au XXe siècle. On peut dire aussi que Robert Weil était un représentant reconnu par les Juifs. En 1962, Robert Weil a été élu membre du consistoire israélite de Moselle, ainsi qu'en 1966, il a été élu vice-président du consistoire de la Moselle. Donc on peut voir au tableau que dans le cimetière israélite de Sarreguemines, il y a un monument aux morts qui représente 89 noms des personnes qui sont mortes suite à la déportation. On peut y voir aussi le nom donc, de Olga Weil, Ruth et Daniel Juliette Weil, la femme et les deux filles de Robert Weil. On peut aussi voir sur le tableau qu'il y avait en 1939 395 juifs et donc 95 ont été déportés. Seulement 6 sont revenus et dont les personnes mortes, il y a eu 28 enfants et 19 bambins. On peut aussi voir que Robert Weil n'était pas le seul professeur du lycée Jean de Pange à avoir été déporté à Auschwitz. Il y avait aussi Maurice Blore, un professeur de français, Simon Cohen, un professeur de physique-chimie et Joseph Roth, un professeur de religion. Malheureusement, ces 3 personnes n'ont pas eu la chance de revenir en vie de Auschwitz. On peut voir que dans notre département, il y a de nombreuses synagogues et de cimetières car il y a une très importante communauté juive dans notre région. On peut aussi voir qu'il y a donc en haut à gauche, à droite, le cimetière juif de Sarreguemines qui a été créé dans les années 1900 et où il y a la tombe de Robert Weil. Donc on a aussi un cimetière juif à Frauenberg. À l'époque, les cimetières juifs n'étaient pas dans les villes, ils étaient dans la campagne. Donc on peut aussi dire que la première personne qui a été enterrée à Frauenberg a été enterrée en 1740. On peut aussi y trouver donc, certaines personnalités, donc, dont le père et le grand-père de Simon Lazare, un fondateur d'une célèbre banque, ainsi que Léon Grumbach, un ancien maire de Sarreguemines. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Bonjour à tous. Alors nous allons vous présenter le sujet « Les Juifs en France pendant la guerre ». Alors, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, 300 000 Juifs vivaient en France. Ils s'engagent, comme tous les autres compatriotes français, dans l'armée lors de la déclaration de guerre. L'antisémitisme porté par Hitler se reprend en France après la collaboration de Pétain le 22 juin 1940. Les lois antisémites, la propagande, ainsi que les rapes et les arrestations sont les preuves de la haine à l'encontre des Juifs. Notre réflexion se basera sur la vie de Robert Weil, enseignant du lycée Jean de Pange avant la guerre. Alors, tout d'abord, nous allons voir les lois antisémites. Dans une seconde partie, nous verrons la propagande du gouvernement de Vichy. Et dans une dernière partie, nous verrons les arrestations et les rapes. Alors, les lois antisémites. Les lois antisémites se révélaient différentes en fonction du statut de la zone, qu'il soit occupé, annexé ou encore dépendant du régime de Vichy. Elles ne s'appliquaient également pas de la même manière en fonction de la nationalité des Juifs en zone libre, français ou étrangers venant des pays nouvellement annexés par le Reich. Le 3 octobre et 4 octobre 1940, le premier statut des Juifs est édité par le gouvernement de Vichy.
Au sud de la France ouvrent les premiers camps spéciaux destinés aux personnes de race juive. Le régime nazi rend le recensement des juifs obligatoire en zone occupée ainsi que la dépossession de leurs biens. Ces premières lois interdisent à tous les juifs de travailler dans la fonction publique, commerciale et industrielle. Le port de l'étoile de David devient obligatoire dans la zone occupée, permettant la reconnaissance directe des juifs. Le 29 mars 1941, on crée le commissariat aux questions juives. Différents services sont chargés de tâches diverses. Une police est également en fonction. Elle juge les infractions perpétrées par les juifs contre leur nouveau statut. La loi du 2 juin 1941 remplace celle du 3 octobre 1940. Elle agrève le statut des juifs. Celle-ci a été mise en place par le gouvernement de Vichy. Elle commence tout d'abord par le recensement en zone libre. Par exemple, est regardée comme juive une personne appartenant ou non à une confession quelconque qui est issue d'au moins 3 grands-parents de race juive ou de 2 seulement si son conjoint est lui-même issu de 2 grands-parents de race juive. Néanmoins, la non-appartenance à la religion juive est établie par la preuve à l'adhésion à une des autres confessions reconnues par l'État avant la loi du 9 octobre 1905. Robert Weil se retrouve privé d'exercer sa profession d'enseignant à cause de sa condition de juif et va se consacrer au sauvetage des victimes les plus menacées de la persécution raciale. Il ne portera pas l'étoile jaune, s'étant enfui en zone libre. Donc, moi, je vais m'occuper des affiches de propagande. Donc, la propagande servait à véhiculer une idée, à embrigader la population. En l'occurrence, là, c'était l'antisémitisme que le régime de Vichy tentait de faire accepter. On voit ici, par exemple, sur cette image, donc appelée le complot juif, nous voyons à gauche les Britanniques, à droite les Soviétiques, et le tout qui serait dominé par les Juifs. Ensuite, à droite, nous voyons donc une affiche de propagande encore qui s'appelle « Laissez-nous tranquilles », où ici, on voit les bêtes à gauche, avec au-dessus marqué franc-maçon, le juif de Gaulle. Donc les ennemis désignés par le régime de Vichy. Ensuite, encore une autre affiche de propagande, donc ici qui nous raconte, qui est titré « Les Juifs ont volé », et du coup qui nous raconte le prétendu vol de 500 milliards au travail français par des Juifs, et qui serait aidé par des communistes. Également, une autre affiche de propagande, appelée elle l'étoile jaune, où déjà un titre évocateur, les Juifs assassinent dans l'ombre, et ce titre et cette image derrière sert à justifier le message qu'on veut faire passer, c'est-à-dire qu'il faut marquer les Juifs, qu'il faut les désigner, qu'il faut pouvoir les reconnaître dans la rue. Ensuite, du 5 septembre 1941 au 15 janvier 1942 à Paris, s'est produite l'exposition qui s'appelle « Le Juif et la France ». Donc dans cette exposition ont été montrées des affiches, des images, etc. Et dont le thème principal était la domination prétendue des Juifs sur le monde qui serait responsable des maux de la société. Et donc toute cette propagande sert donc à valider les actions ensuite, c'est-à-dire par exemple les lois antisémites, mais également tout ce qui est des agressions, tout ce qui est en général contre les Juifs. Donc ensuite, on va parler des arrestations et des rafles. Donc les premières arrestations, elles sont individuelles, donc au cas par cas, c'est dès 1940. En 1941 débutent les arrestations massives. Donc les rafles. Qu'est-ce qu'une rafle? Une rafle est définie comme une opération policière d'interpellation et d'arrestation de masse de personnes prises au hasard sur la voie publique ou visant une population particulière, donc ici les Juifs. La première rafle perpétrée contre les Juifs a eu lieu le 14 mai 1941. Ce sont 3000 hommes juifs étrangers qui ont été arrêtés, puis déportés dans un camp de transit pour être déportés dans les autres camps. De nombreuses autres rafles se sont succédées, mais la plus importante et la plus connue reste la rafle du Vélodrome d'hiver, comme on peut en avoir une photo ici. Donc, elle a eu lieu le 16 et 17 juillet 1942 à Paris et dans ses banlieues. Ce sont 13 000 hommes, femmes et enfants juifs qui ont été arrêtés puis emmenés au Vélodrome. Ils y sont restés 5 jours, sans nourriture, dans une chaleur étouffante, avec un seul point d'eau.
Une centaine de ces juifs se sont suicidés. Ceux qui ont tenté de s'enfuir ont été exécutés pour être ensuite déportés donc, vers les camps de transit puis les camps de concentration. Moins d'une centaine de ces juifs qui ont donc été arrêtés lors de cette rafle sont revenus des camps. L'arrestation de Robert Weil, donc il a été arrêté une première fois en juin 1940, mais il parvient à s'enfuir en zone libre et c'est à ce moment-là qu'il va faire de nombreux actes de résistance. Il sera arrêté une deuxième fois le 29 avril 1944 près d'Annemasse, lorsqu'il essayait de s'enfuir avec sa famille en Suisse. Il sera détenu à la prison de la Gestapo et il sera ensuite déporté dans les camps avec sa famille. Nous allons maintenant passer à notre conclusion. Le statut des Juifs a changé pendant la guerre. Il y a les nombreuses lois antisémites les empêchant de vivre comme avant. Ces lois leur interdisant de nombreuses choses. C'est grâce à la propagande que le gouvernement de Vichy a réussi à endoctriner la population et à faire passer les lois antisémites, comme les lois justes. Les arrestations et les rafles ne sont que la suite logique du plan des nazis et du gouvernement de Vichy pour éradiquer les juifs. Robert Weil est un parfait exemple de juif ayant subi les lois et ayant été arrêté. Merci de nous avoir écoutés. Alors, bonsoir à tous. On a travaillé sur la résistance et l'occupation de Vichy face à l'antisémitisme. Nous allons d'abord parler du régime de Vichy, puis de la mise en place de la collaboration, puis la réponse face à ce régime, la résistance, enfin la résistance juive, dont fait partie le CRIF, l'œuvre de secours aux enfants, l'année juive ou l'organisation juive de combat, les éclaireurs israélites de France, puis les justes, les actes de résistance et les actes de résistance de Robert Weil. Le nom de régime de Vichy ou l'État français désigne le régime politique dirigé par Philippe Pétain, qui assure le gouvernement de la France du 10 juillet 1940 au 20 août 1944, durant l'occupation du pays par l'Allemagne nazie, après le vote plein pouvoir constituant à Philippe Pétain par l'Assemblée le 10 juillet 1940. Après avoir signé l'armistice, le 22 juin 1940, à Rotonde, avec le représentant du Troisième Reich, Pétain va demander à voir Hitler dans le but d'assouplir les conditions de l'armistice. C'est ainsi que le 24 octobre 1940, Pétain rencontre Hitler. La collaboration va alors prendre plusieurs tournants. Une collaboration économique. En 1945, Pétain va imposer le STO, service de travail obligatoire en France. Une collaboration militaire et policière avec des Français qui vont s'engager dans la LVF, Légion française volontaire. Et une collaboration politique. De nombreux hommes politiques français voudraient voir la France devenir comme un second Reich. On peut voir sur le tableau plusieurs affiches. C'est les affiches pour la collaboration économique, politique et militaire. La réponse face à ce nouveau régime est la résistance. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance un appel à la résistance sur la BBC à Londres, mais peu d'hommes le rejoignent. L'essentiel de l'empire colonial reste fidèle à Vichy. Dès l'occupation allemande, des actes isolés de résistance se produisent. La résistance à l'intérieur va peu à peu s'organiser en réseau pour lutter contre les Allemands, mais aussi contre Vichy. Parmi les actes de résistance, on a l'information avec des affiches, des tracts, des faux papiers. La résistance publie également des journaux. Les résistants commettent aussi des actes de sabotage de chemins de fer, de poteaux électriques et de poteaux téléphoniques. La résistance juive en France. À la fin de l'année 1942, plusieurs conditions nécessaires au développement de la résistance juive sont réunies. La prise de conscience des objectifs de la politique allemande concernant les juifs, l'existence d'organisations pouvant fonctionner et enfin la possibilité d'aide d'une partie de la population environnante. Au sein de cette résistance juive, on retrouve plusieurs juifs de tout âge, dont le professeur Monsieur Weil, qui a aidé des jeunes juifs dans son domicile. Les spécialités et la menace qui planait sur tous les juifs ont incité certains d'entre eux à se regrouper pour secourir les internés dans les camps français, favoriser les filières d'évasion, la confection de faux papiers et lutter pour la libération. Les premiers réseaux clandestins sont formés autour des éclaireurs israélites de France dès 1941 et des œuvres de secours aux enfants, OSE. Une résistance militaire s'organise aussi avec l'armée juive qui deviendra à la libération à l'organisation juive de combat OJC. L'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, est une association sous la direction de Georges Garel et est destinée au secours des enfants. Au secours des enfants et à l'assistance médicale aux juifs persécutés pendant la guerre.
Elle a secouru plusieurs milliers d'enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Les éclairs israélites de France. C'est en 1923 que Robert Gamson fonde les éclairs israélites de France. Il est l'une des principales figures de la résistance juive en France. Son association Scout française sera alors dédiée à l'éducation juive. L'armée juive, organisation juive de combat, est une organisation de résistance créée en 1942 à Toulouse par Abraham Polonsky. Elle permettra le passage en Espagne de centaines de juifs, fournira d'autres en faux papiers et participera au combat de la libération. Le Conseil représentatif des institutions juives de France est né en 1944 et est issu du Comité général de défense juive créé dans la clandestinité dès juillet 1943 dans la France occupée. Le CRIF aura alors pour but le sauvetage des juifs réfugiés en France, gravement menacés par l'occupation de l'Allemagne nazie. L'organisation aura alors comme objet social la défense des droits et intérêts de la communauté juive en France et comme objectif la représentation de la communauté juive en France et la lutte contre l'antisémitisme. Entre 1953 et 1963, le titre de Juste parmi les nations a été créé en honneur aux hommes et aux femmes non juives ayant porté de l'aide aux juifs durant la Seconde Guerre mondiale, en leur fournissant secours, nourriture, vêtements, abris, cash, faux papiers. C'est lors de la création du mémorial de Yad Vashem, consacré aux victimes de la Shoah à Jérusalem, que le titre de Juste parmi les nations a été honoré. Après s'être fait prisonnier à Romilly-sur-Seine, le 15 juin 1940, il s'évade en août 1940 et Robert Weil gagne aussitôt la zone sud où il aidera bon nombre de juifs menacés par l'Allemagne nazie. Le statut des juifs, publié en août 1940 par le gouvernement de Vichy, l'empêche de reprendre sa place dans l'enseignement public. C'est en 1941 que Robert Weil commence les actes de résistance après que son cousin, le docteur Joseph Weil, directeur médical de l'œuvre de secours aux enfants. Il sera alors délégué pédagogique de la direction de la maison d'accueil pour les enfants de Brou-Vernet dans les Lys. En 1942, à la demande du consistoire central, replié à Lyon, il accepte en outre la charge de délégué itinérant pour la région de Pau et les camps d'internement de Gurs et de Riversholt. Son rôle est de transmettre aux internés ou aux transfuges les nouvelles de leur famille, à les pourvoir en menu fourniture, argent, faux papier et fausses cartes d'alimentation et à diffuser les circulaires secrètes du consistoire central aux responsables des communautés et les informations sur les autorités et les personnes pouvant apporter un soutien. Recherché par la Gestapo, Robert Weil quitte Brou-Vernet et prend en septembre 1943 la direction d'une maison d'enfants à Saint-Paul en Chablais en Haute-Savoie. En mars 1944, les SS poursuivent les maquis de cette région et incendient le village de Bernex, proche de Saint-Paul en Chablais. Ils se présentent à la maison d'enfants de l'OSE. Robert Weil avait pu évacuer la centaine de prisonniers et les placer à Grenoble, Limoges, en Suisse, où les confier à des résistants, des prêtres et des pasteurs. Robert Weil fait alors partie de ces nombreuses personnes admirables à avoir accompli des actes de courage malgré la menace de cette seconde guerre meurtrière. En conclusion, au 1er janvier 2015, les Justes parmi les nations sont au nombre de 25 686, dont 3 853 pour la France. Les sauveurs restent anonymes et qui le demeureront certainement sont encore plus nombreux. 75% des Juifs vivant en France ont échappé à la déportation. 76 000 Juifs provenant de la France, soit 28% de la population juive française, est morte suite à la collaboration entre Pétain et Hitler. Bonjour à toutes et à tous. Mes camarades et moi allons vous présenter notre partie qui parlera de Drancy et des camps d'internement. Cette partie aura une importance dans l'arrestation de M. Weil, car après avoir été arrêté, il fut envoyé au camp de Drancy. Dans un premier temps, nous parlerons des camps d'internement, puis nous enchaînerons sur une seconde partie qui parlera du camp de Drancy. On réserve en général les termes camp d'internement aux camps placés sous l'autorité de l'État français. De 1940 à 1942, les camps furent des lieux d'exclusion des indésirables, dont les Juifs, mais pas exclusivement. À partir de l'été 1942, ils servirent de lieu de transit pour la déportation vers Drancy, puis vers Auschwitz. Bien que les conditions de vie aient été très dures dans les camps français et la mortalité élevée, 3000 Juifs y perdirent la vie. Les camps n'entraient pas dans un projet d'extermination. Sur cette diapo, nous pouvons voir la carte de la France divisée en deux. On peut y voir la zone sud,
dirigée par le régime de Vichy, et la zone nord dirigée par les nazis. Sur cette carte, on y voit également les camps d'internement, mais surtout les camps réservés pour les juifs. L'historique du camp de Drancy. Alors, le camp de Drancy se situe à 4 km de Paris. À l'origine, le camp de Drancy est un ensemble d'habitations dénommé la Cité de la Muette, qui est composée d'une longue bâtisse de 4 étages en forme de U flanquée de 5 tours. Elle a été conçue en 1932 et au début de la guerre, elle est encore inachevée. Elle est occupée par les troupes allemandes en juin 1940. Le camp sert de camp d'internement pour les prisonniers de guerre et des civils étrangers. La préfecture de police y crée le 20 août 1941 un camp destiné aux Juifs. 4230 hommes, dont 1500 Français, afflés à Paris entre le 20 et le 25 août, sont les premiers internés juifs du camp de Drancy. Le camp devient, à partir de mars 1942, le camp de rassemblement et de transit en vue de la déportation de tous les Juifs de France. En tout, ce sera 63 convois qui seront formés et qui partent de la gare de Bourget-Drancy jusqu'en juillet 1943, puis de la gare de Bobigny. Ils emmènent au total 65 000 personnes vers les camps d'extermination, principalement vers le camp d'Auschwitz-Birkenau, dont le convoi 75 de la famille Veil qui s'y rejoindra en mai 1944. Au plus fort des rafles, le camp compte environ 7 000 détenus, alors que sa capacité théorique est de 5 000 places. À partir de juin-juillet 1943, un commando de SS autrichien, avec à sa tête Alois Brunner, prend en charge l'administration du camp, qu'alors confié à la préfecture de police. La gendarmerie assure cependant la surveillance générale de 1941 à 1944. Le dernier convoi à destination d'Auschwitz part le 31 juillet 1944. Le 18 août 1944, 1467 prisonniers sont libérés après l'arrivée de représentants diplomatiques suédois et de nombreux membres de la Croix-Rouge. Nous allons maintenant voir la structure du camp de Drancy. Donc, le camp d'abord est entouré d'une double rangée de barbelés, séparés par un chemin de ronde. On peut remarquer au centre qu'il y a une cour qui est recouverte de gravier, et cette cour se trouve au centre d'une cité d'HLM qui forme un U. Et donc, cette cité d'HLM mesure 200 mètres de long pour 40 mètres de large et haute de 4 étages. On peut voir à la base du U qu'il y a les sanitaires du camp de Drancy, et ce camp est entouré de miradors afin d'éviter toute évasion. Ici, on a une vue de la cité de la Muette en 1930, donc avant que cela devienne le camp d'internement de Drancy. On voit qu'il y a le bâtiment en forme de U, qui à l'époque était juste des habitations, et les autres bâtiments. Ici, on a une autre vue de Drancy. Donc pendant la guerre, le U sera donc bouché pour éviter toute évasion, et on remarque bien les 4 étages du camp et la forme du U. Donc ici, on a une carte où on voit bien la cité de la Muette, donc Drancy, qui se trouve près de la gare de Bobigny, d'où partira donc tous les convois, beaucoup de convois de juifs qui iront vers Auschwitz. Et on retrouve plus au nord la gare du Bourget-Drancy. Les conditions de vie à Drancy sont tout d'abord très difficiles. À l'origine, les détenus sont couchés sur des planches ou à même le ciment, sans paillasse ni couverture. Les juifs internés sont parqués à 50 ou 60 par chambrée. Dépouillés de leurs papiers d'identité, de leur carte d'alimentation et de toute somme d'argent supérieure à 50 francs. En guise d'alimentation, ils reçoivent chaque jour 250 grammes de pain et 3 soupes sans légumes, bu dans des récipients de fortune qu'ils partagent à plusieurs. Les internés n'ont aucune activité, sauf quelques corvées exigées pour l'entretien du camp. Donc, sur cette photographie, on observe la seule salle d'eau que les détenus juifs ont. Au total, ce sera 20 robinets que les juifs auront à leur disposition pour nettoyer leurs gamelles, leurs vêtements et pour se laver. Pour continuer sur les débuts difficiles, les sorties de la chambrée sont réduites à 1 heure par jour, escalier par escalier. Les conditions sanitaires sont rudimentaires, la dysenterie rôde. Pour se laver, les 5000 détenus internés de 1941 à 1942 n'ont que 20 robinets à leur disposition.
La vermine se multiplie, les internés sont dévorés par les poux et les punaises, les fenêtres se ferment mal et le vent s'engouffre dans les chambres. En hiver, le chauffage est nettement insuffisant. Pour tout acte d'indiscipline, un interné est condamné à quelques jours de cachot après avoir eu la tête rasée. Sur cette image, nous pouvons voir l'entrée du camp de la cour de Drancy et à la droite, un gendarme français. Le camp posséda ensuite une meilleure organisation par la suite. Donc d'abord, les douches fonctionnent et les appels se déroulèrent ensuite directement dans les chambres. Et le 20 septembre 1941, la Croix-Rouge est autorisée à installer une permanence dans le camp de Drancy, ce qui permettra le ravitaillement collectif. Des paillasses, des couvertures et des lits superposés arrivent enfin dans les chambres. Et les internés ont maintenant le droit de correspondre par courrier au rythme d'une lettre tous les 15 jours. Ici, on a une autre photo donc, de la cour de Drancy, et donc on voit les internés. Mais les conditions dans le camp restent quand même difficiles. Les colis alimentaires, qui sont autorisés que depuis le 1er novembre 1941, sont rentrés et fouillés par les gendarmes pour s'assurer qu'ils ne contiennent rien de suspect. Certains colis sont même confisqués par les gendarmes. Le 12 décembre 1941, un détachement allemand vient chercher 50 juifs qui sont fusillés comme otages avec d'autres otages non juifs. Entre décembre et mars 1942, plusieurs dizaines de juifs sont enlevés de Drancy pour être fusillés. Le camp étant alors utilisé par les Allemands comme réservoir d'otages. Au début de juin 1942, tous les internés sont contraints de porter l'étoile jaune. Il y eut une tentative d'évasion, donc en septembre 1943, des résistants du camp de Drancy construirent un tunnel qui était destiné à permettre l'évacuation de l'intégralité des internés du camp. Donc le tunnel mesurait 38 mètres de long et avait 1,30 m de haut et 70 cm de large. Il était boisé et éclairé, mais malheureusement, les Allemands le découvrirent et procédèrent à l'arrestation de 14 des internés qui ont construit le tunnel. Ils furent interrogés sous la torture, mais aucun ne parla. Ils furent déportés dans le 62e convoi le 20 novembre 1943, et sur les 14 des 12 juifs, 12 sautèrent du train en marche et purent rejoindre la résistance. Maintenant, nous allons parler du poids de Drancy dans la Shoah. Drancy a vu passer la très grande majorité des Juifs déportés de France vers les camps de la mort. Sur 76 000 hommes, femmes et enfants, Juifs déportés de France durant la Seconde Guerre mondiale, 65 000 le furent en effet à partir de Drancy. Moins de 2 000 d'entre eux sont revenus, soit à peine 3%. Ces chiffres indiquent l'importance du rôle de Drancy dans la Shoah entre 1942 et 1944. Voici une image d'un lieu de mémoire situé à la cité de la Muette. Le camp comporte un wagon qui servait à déplacer les Juifs et un lieu de mémoire qui est un monument en hommage aux internés. Il faut savoir que la cité de la Muette est aujourd'hui à nouveau habitée, malgré que cette cité contenait le camp de Drancy. Aujourd'hui, c'est donc un lieu de vie et de souvenirs et de mémoire pour éviter qu'on ne refasse les mêmes erreurs. Nous vous remercions de nous avoir donné de votre temps pour nous écouter. Donc notre exposé qui traite de la déportation de Drancy à Auschwitz à partir de la déportation de Robert Weil, qui fut déporté le 30 mai 1944 à bord du convoi 75. Donc pour ce faire, on va d'abord vous présenter qu'est-ce que c'est Drancy et où est-ce que ça se situe, la famille Weil, le convoi 75, le trajet des convois, l'arrivée à Auschwitz, le bilan du convoi 75, le bilan de la déportation depuis la France, le rôle de la SNCF et enfin un lieu de mémoire, la gare de Bobigny. Donc Drancy se situe dans la banlieue est de Paris et il a été pendant 3 ans le principal lieu d'internement en France. Les déportés partaient de la gare de Bobigny et de la gare du Bourget vers les camps d'extermination, principalement Auschwitz. Et il y a donc 9 déportés sur 10 français qui passèrent par ce camp. Donc ce fut le cas pour la famille de Robert Weil. Donc Robert Weil, sa femme et ses deux filles, Ruth et Danielle Juliette.
qui, après avoir été arrêtés à Annemasse le 29 avril 1944, ont été transférés au camp de Drancy le 29 mai 1944, puis déportés vers Auschwitz. Donc là, nous avons une représentation dessin de la gare de Bobigny, avec la gare principale, et à gauche, le lieu de départ des convois de déportation vers Auschwitz. Donc Robert Weil fut déporté dans le convoi 75. Il écrit un témoignage des conditions du voyage, donc je vais vous lire un extrait. Le voyage se fit dans des wagons de bestiaux fermés, parqués à 100 personnes à peu près, dans des conditions de vie difficiles à décrire. Il était impossible de s'y asseoir ou de se coucher. La promiscuité, le manque de renouvellement d'air, les besoins naturels, la faim et la soif, l'énervement des enfants, aussi bien que celui des grandes personnes, créaient un climat détestable. Ce voyage déprimant devait durer 3 nuits et 3 jours. Robert Weil fut déporté dans le convoi 75, qui contenait 1000 personnes, dont 112 enfants. Donc voici le témoignage d'une autre survivante du convoi 75, Nadine Neftler, que je vais lire. Alors les soldats nous poussent à coups de crosse dans les wagons, hommes, femmes, enfants, vieillards, à plus de 100 par wagon. Il faisait très chaud ce jour-là. Nous étions entassés, nous pouvions tout juste nous asseoir, les genoux repliés sur la poitrine. Le train est resté immobile pendant des heures, j'ai cru que j'allais étouffer. Heureusement, ma mère avait la bonne idée de nous passer près des 2 lucarnes qui encadrent la porte. Nous pouvions au moins respirer un peu, et lorsque le convoi s'est ébranlé, nous avons pu avaler avec délice de l'air, tiède mais de l'air. Les portes des wagons étaient verrouillées. Un peu de paille était étalé sur le sol. On avait posé un baril d'eau au milieu du wagon et au fond un autre baril pour les besoins naturels. La nuit, une nuit de cauchemar. Pour pouvoir dormir un peu, il fallait que quelqu'un se mette debout afin qu'un autre puisse allonger ses jambes. Ceci à tour de rôle. On avait soif et on suffoquait dans cette pestilence. Pendant un arrêt dans une gare, des gens circulaient, pas du tout étonnés de voir des êtres humains dans des trains de marchandises et des soldats autour de mitrailleuses sur le toit du dernier wagon. Je l'ai vu parce que je me suis porté volontaire pour aller chercher l'eau. La 3e nuit fut encore plus cauchemardesque que les autres, pas la peine de se retourner. Des enfants pleuraient, des gens âgés gémissaient, d'autres étaient malades et se vidaient par toutes ces ouvertures. Dans les wagons, les déportés étaient entassés et compressés, listés une cinquantaine ou plus par wagon. Et donc ce dessin nous montre les conditions horribles dans lesquelles étaient traités les déportés pendant le convoi. Donc là, nous avons un exemple du trajet d'un des convois partant de la gare de Bobigny. Donc un trajet d'une longueur extrême, puisqu'il durait 52 heures environ. Durée qui est expliquée par la non-priorité des convois de déportés face aux convois de ravitaillement de l'armée allemande. À l'ouverture du camp, les Juifs déportés arrivaient au camp par la Judenrampe jusqu'en 1944. Donc la Judenrampe qu'on peut voir à droite sur l'image de droite. Les Juifs y passaient par le chemin qui est monté par une flèche blanche pour aller vers Birkenau. Et à gauche, nous pouvons voir un wagon d'origine qui est encore à Auschwitz aujourd'hui. À partir de mai 1944, les Juifs arrivaient à Auschwitz-Birkenau par la gare d'Auschwitz à l'intérieur du camp aménagé pour accueillir les Juifs hongrois. Donc à gauche, on peut voir l'arrivée des déportés à la gare. Et à droite, le témoignage de Robert Weil à son arrivée. L'arrivée se fit le 2 juin 1944, soit 4 jours avant le débarquement des forces alliées en Normandie. Au quai de Birkenau, un camp faisant partie du camp d'Auschwitz, les wagons furent vidés de façon particulièrement grossière par des équipes d'internés ou de SS armés de fouets ou de gourdins. À notre grand étonnement, il nous fut interdit d'emmener nos bagages qui nous avaient été autorisés à Drancy. Puis les hommes furent séparés en des femmes et constituant 3 colonnes, celle des hommes jeunes, celle des femmes jeunes, sans enfants, enfin une 3e colonne où se mêlèrent jeunes mères avec leurs petits, gens âgés, personnes infirmes et éclopées. Donc le convoi 75 comptait 1000 déportés, 626 furent gazés et brûlés à leur arrivée au camp, 239 hommes et 134 femmes furent sélectionnés pour le travail, mais seulement 35 hommes et 64 femmes ont survécu. 77 convois de déportés sont partis de France. En 1942, 45 convois sont partis vers Auschwitz-Birkenau, transportant 41 951 déportés. En 1943, il y a eu 17 convois, dont 13 vers Auschwitz-Birkenau, transportant 17
69 déportés. Et enfin, en 1944, il y a eu 17 convois, dont 14 vers Auschwitz, transportant 14 000 déportés, 833. Les convois vers Auschwitz représentèrent 93% des convois partis de France pour un total de 113 853 déportés. Donc cette carte nous montre les principales routes de déportation en Europe de 1942 à 1944. Donc il y a celle qu'on a étudiée de Drancy à Auschwitz, mais il y en a d'autres, par exemple de Belgique, de Hollande, d'Europe de l'Est et même de Grèce. La SNCF a joué un rôle dans cette déportation, puisqu'ils ont fourni des hommes et du matériel, comme l'indique l'article 13 de l'armistice signé en juin 40, qui stipule la collaboration des entreprises françaises. Puis, à la fin de la guerre, un lieu de mémoire a été érigé à l'ancienne gare de Bobigny, au lieu de départ des convois de déportés vers Auschwitz. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Nous allons vous présenter notre projet qui se situe, qui est orienté sur le camp d'Auschwitz-Birkenau, mais surtout la partie concentrationnaire. Non, extermination, pardon. Alors, en introduction, nous allons vous représenter la famille de Robert Weil, puisque notre projet tourne toujours autour de cette famille. Robert Weil, qu'on distingue sur cette photo, Daniel Julette, sa seconde fille, Olga Spingard, sa première femme, et Ruth, sa première fille de 5 ans, qui sont tous allés à Auschwitz-Birkenau. Alors, on va commencer avec la solution finale. Au début de la guerre, Hitler menait une politique raciste croissante, conséquente pour les Juifs en particulier. En 1941, Hitler proclame le génocide des Juifs et des Tziganes. Ils sont des milliers à être déportés dans des camps de concentration ou d'extermination. Le 20 janvier 1942 a lieu à Berlin la conférence de Wannsee, où s'est organisée la solution finale qui a pour but d'éliminer la totalité des Juifs d'Europe. Le camp d'Auschwitz I, qui était avant 1942 un camp de travail forcé pour les prisonniers de guerre, est alors converti en camp de concentration et d'extermination pour les Juifs. Auschwitz est à l'origine un petit village. Entre 1919 et 1939, la Pologne avait retrouvé son unité. Les Polonais se sont alors dotés d'une armée. Ils ont alors fait construire des casernes. Une était située à Auschwitz. En 1939, les Allemands réquisitionnaient les bâtiments pour les transformer en camps de travail pour les prisonniers de guerre. C'est Auschwitz I. Mais au vu de la conférence de Wannsee en 1942, les Allemands déportaient alors les Juifs à la place des prisonniers de guerre. Auparavant, les prisonniers soviétiques avaient commencé une construction d'un camp Birkenau, qui est un camp d'extermination. Une extermination immédiate à l'arrivée ou bien une extermination différée à cause du travail forcé et intense. Alors en 3, le convoi 75. Entre 1942 et 1944, les Juifs arrivaient et sortaient des wagons au niveau de la Judenrampe. Mais pour des raisons de logistique et de rapidité, la ligne était prolongée jusqu'au sein du camp, au plus près des chambres à gaz, en 1944. À l'arrivée de chaque convoi, les déportés étaient triés en 3 files. Une première file était composée de personnes âgées, handicapées et même les enfants. Des camions pouvaient acheminer encore plus vite les déportés, mais ces camions les emmenaient directement aux chambres à gaz. La deuxième file, elle, se composait de femmes qui pouvaient aussi être envoyées au camp de concentration. Et la dernière file, la troisième, était créée sous l'impulsion des SS, composée d'hommes qui jugeaient aptes au travail et présentables aux médecins. Un seul médecin décidait du sort de personnes de cette file par un simple coup d'œil et un simple geste à droite ou à gauche. Les files étaient créées en fonction de la demande du camp. Si le camp n'avait pas besoin de femmes, par exemple, les femmes étaient directement dirigées vers l'exécution directe, vers les chambres à gaz. Et du coup, on peut retracer le parcours de Olga, Ruth et Daniel Juliette quand ils sont arrivés à Auschwitz. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à Auschwitz en juin de mémoire 1944 sur cette rampe qui avait été aménagée pour le gros afflux des Juifs hongrois. Et ils ont été tués dans les chambres à gaz. On ne sait pas laquelle, mais ici. Voilà.
la mise en scène de l'extermination. Le sort des déportés était masqué par le mensonge. En effet, les nazis, au cours des déportations, ont fait croire à tous les déportés qui étaient destinés à une mort certaine qu'ils allaient être évacués et transportés vers un nouveau pays pour former une nouvelle civilisation. Une fois débarqués de la Judenraum, les nazis disaient aux Juifs qu'ils devaient laisser leurs bagages sur le quai et aller prendre une douche afin de prendre un repas chaud après le dur voyage. Les Juifs allaient alors à pied jusqu'au lieu de la mort. On proposait au début des camps pour les plus fatigués de monter dans ces camions qui les achemineraient encore plus vite jusqu'aux chambres. Ces personnes dites fatiguées allaient sans s'en rendre compte directement aux chambres à gaz. Dès leur extermination aux chambres à gaz, les déportés étaient amenés dans des salles de déshabillage, qui les déshumanisaient pour de bon. Se déshabiller et se mettre tout nu devant des inconnus constitue une perte de son intimité et de son humanité. Mais tout y était prévu pour leur faire croire qu'ils reverraient leurs affaires. Des crochets y étaient installés, ainsi que parfois des numéros pour leur faire croire au maximum qu'ils retourneraient dans cette salle. Ensuite, les déportés étaient dirigés vers de grandes pièces qui étaient parfois ornées de fausses paumes de douche pour éviter une panique générale. Une fois la pièce remplie, les nazis fermaient la pièce hermétiquement et avec une certaine lâcheté, jetaient du zyklon B par un seul conduit situé au-dessus de la pièce. C'est un pesticide sous forme de pastille qui devient un gaz mortel lorsqu'il se trouve à une température de plus de 27 degrés. À ce moment précis, la plupart des juifs présents se doutaient qu'ils allaient mourir. Ensuite, là on a deux photos du complexe crématorium à Auschwitz, notamment le numéro 2 si je ne me trompe pas. Avant d'être dynamité et après d'être dynamité en novembre 1944, parce qu'il faut savoir que les nazis ont essayé de dissimuler leurs crimes en effaçant toute trace du génocide. Désormais, on va parler de la partie incinération des corps, étant donné que les corps étaient... les juifs étaient tués par le gaz, il fallait les extraire des chambres. Les SS nommaient alors des Sonderkommando, qui étaient des juifs du camp, qui étaient censés et qui ont traîné si on peut appeler ça, leurs frères, jusqu'au crématorium pour qu'ils soient ensuite brûlés. Crématorium, on peut voir un exemplaire ici, celui-ci se trouve à Auschwitz I, le premier camp. Et ici, vous pouvez voir sur les photos de droite des photos clandestines, les 3 seules photos clandestines qui ont été prises à Auschwitz-Birkenau, qui témoignent du gros afflux et de l'extermination en masse des juifs hongrois. Et il y a eu tellement de juifs hongrois en été 1944 que les fours crématoires ne tenaient plus la cadence et les nazis et surtout les Sonderkommando ont dû creuser les fosses pour pouvoir les brûler directement à l'extérieur. D'où ces photos qui ont été prises d'ici, le crématorium numéro 5. Le Sonderkommando qui a pris la photo s'est positionné là et les fosses étaient ici. En bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir de la Shoah à Auschwitz? Eh bien, c'est 1300 déportés, dont 1 300 000 déportés, dont 1 100 000 juifs. Et le nombre de victimes au camp d'Auschwitz-Birkenau est d'1 100 000, dont 1 million de juifs. Sur les 76 000 déportés juifs de France, 69 000 l'ont été à Auschwitz. Seuls 2500 sont revenus, dont M. Rebarweil. On vous remercie. Donc, l'univers concentrationnaire à travers le témoignage de Robert Weil. Donc, nous allons vous parler de ce sujet. Donc, d'abord, nous allons faire une introduction, puis nous allons parler de l'arrivée à Birkenau, la sélection et la séparation des familles, l'arrivée au camp d'Auschwitz, la déshumanisation et la quarantaine, la violence physique et morale, les conditions d'hébergement, la hiérarchie et la distinction entre déportés, la faim et la soif, le travail forcé, les maladies et les expériences médicales. Donc en introduction, Robert Weil est arrivé avec sa famille à Auschwitz-Birkenau le 2 juin 1944 pour rejoindre le camp d'Auschwitz où il y reste jusqu'en octobre, date à laquelle il intègre le camp de Reiskow jusqu'à l'évacuation du camp du 18 janvier 1945.
Le 23 janvier, il arrive dans le camp de Grossrosen jusqu'au 7 février où il est déporté à Buchenwald. Il sera libéré par les Américains le 11 avril 1945. Robert Weil a publié plusieurs de ses écrits, dont Mon séjour dans les camps de concentration allemands, duquel nous allons citer des extraits. L'arrivée à Birkenau. Robert Weil a passé un an dans les camps de concentration allemands et est arrivé en avril 1944 par wagon et sera libéré en avril 1945. Il a cité que l'arrivée se fit le 2 juin 1944, soit 4 jours avant le débarquement des forces alliées en Normandie. Au quai de Birkenau, un camp faisant partie du camp d'Auschwitz, les wagons furent vidés de façon particulièrement grossière par des équipes d'internés ou de SS armés de fouets ou de gourdins. La sélection et la séparation des familles se fait plus tard. Les familles sont séparées et Robert Weil ne verra plus jamais sa femme ni ses enfants. Nous allons maintenant vous lire un extrait. À notre grand étonnement, il nous fut interdit d'emmener les bagages qui nous avaient été autorisés à Drancy. Puis les hommes furent séparés des femmes. On constitua 3 colonnes, celle des jeunes hommes, celle des jeunes femmes sans enfants, et enfin une 3e colonne où se mêlèrent jeunes mères avec leurs petits, gens âgés, personnes infirmes ou éclopées. Nous ne devions croire à l'importance de cette classification que bien plus tard. C'est la dernière fois que j'aperçus ma femme et mes 2 enfants. J'entends encore ces paroles d'adieu et je vois encore son sourire qu'elle m'adressa. L'arrivée au camp d'Auschwitz. S'ensuit l'arrivée et l'intégration au camp que Robert Weil nous décrit par ces quelques phrases. Quelques centaines d'hommes jeunes, parmi lesquels j'étais, furent regroupés par 5 et nous partîmes à pied sur Auschwitz 1, situé à 4 km du quai de Birkenau. Je vais vous citer les premières impressions de Robert Weil en entrant à Auschwitz. Puis tout d'un coup, c'était la porte d'entrée du camp, au-dessus de laquelle se trouvait l'inscription Arbeit macht frei. Les rues du camp étaient propres, les blocs de pierre à 2 étages faisaient bonne impression. Passons maintenant à une description rapide de Auschwitz 1, proprement dit. Conçu géométriquement, le camp contenait 28 blocs répartis sur 3 rangées parallèles. L'ensemble était entouré d'un mur de béton avec plusieurs séries de fils de fer de barbelés, dont un était parcouru par un courant électrique à haute tension. Tous les 300 km se trouvaient des miradors où les SS armés de mitrailleuses surveillaient les abords du camp. Donc la déshumanisation et la quarantaine. Donc Robert Weil, au bout de quelques instants où il fut rentré dans le camp, il a dû faire face à des horribles procédés d'humiliation des nazis. Donc il cite « Mon numéro est A12069. Il fallait apprendre par cœur la formule de présentation devant n'importe quelle autorité, soit SS, soit du camp. La phrase était la suivante. Der Häftling A1269 nennt sich Grossmann zu stellen, c'est-à-dire le détenu A12069 se présente respectueusement aux ordres. Donc comme vous pouvez le voir sur la première photo ici, donc il était tatoué et il avait son numéro matricule ici. Donc je continue. C'est entièrement nu, avec des souliers à la main, sans chaussettes, que nous entrâmes dans un bâtiment où fut procédé d'une façon très brutale à une tonte de tous les corps. Nous prîmes une douche, à la suite de laquelle on remit à chacun de nous une chemise, un costume rayé et une mützen, c'est-à-dire un béret, donc que nous voyons là, sur la dernière photo. Tout cela sans s'occuper de savoir si les effets locteux en question convenaient à mes mesures. La violence morale et physique. Les déportés subissent différentes violences telles que la violence physique ou encore morale. Cette violence physique se manifeste par le travail pharaonique que les SS infligent aux détenus dans des conditions déplorables. Mais ces derniers les battent ou les font souffrir lors d'appels interminables dans le froid, la pluie, la canicule, ceci pour se faire respecter ou encore à des fins personnelles. La violence est également morale car les déportés, une fois arrivés au camp d'Auschwitz, ne comprennent pas tout de suite où leurs familles sont allées, donc ils avaient encore espoir de les retrouver, mais cet espoir disparaît très vite lorsqu'ils apprennent la dure réalité et souffrent affreusement. Les détenus ont également une peur permanente de mourir, ce qui les démoralise. Les détenus étaient obligés de porter des étiquettes en toile avec son numéro matricule. Celui-là
même que nous portions tatoué sur l'avant-bras, avec au-dessus le numéro, le triangle coloré qui, de loin, indiquait sa catégorie. Une de ces étiquettes était obligatoirement fixée sur le côté gauche du veston, l'autre sur la droite du pantalon. Nous pouvons voir différents triangles qui catégorisent les détenus. Par exemple, le rose, c'était pour les homosexuels. Ensuite, Richard VR était le commandant du camp de mai de 44 à janvier 45. Et on peut voir la hiérarchie au sein d'un camp. Donc maintenant la faim et la soif. Donc aux conditions précaires par le manque de place, d'hygiène, etc., s'ajoute également le manque de nourriture et d'eau, ce qui est une grande cause de décès. Robert Weil nous rapporte « La ration journalière était donc manifestement insuffisante, théoriquement de l'ordre de 1500 calories. Elle n'atteignait pratiquement que 800 à 1000 calories, alors que l'on considère 2400 calories nécessaires pour un travailleur assis, et bien davantage jusqu'à 4500 pour un terrassier. Par ailleurs, la considération de la composition qualitative d'une ration est aussi importante que son équivalent calorifique. Or, albumine, protides, vitamines faisaient totalement défaut dans les rations allouées aux affluents. Donc, comme on peut le voir là sur la première photo, donc nous avons une petite tasse de café, on va dire, pour le matin, un bol de soupe avec quelques légumes pour midi et une tranche de pain avec quelquefois de la margarine dessus ou du beurre, ce qui est quand même assez rare. Et donc ici on peut voir le partage donc, du repas. Le travail forcé. Donc, il y a différents travaux. Donc, par exemple, il y a les travaux extérieurs tels que le terrassement qui était très difficile, ou encore les travaux intérieurs tels que les usines, ou encore travailler dans un laboratoire de chimie tel que Robert Weil. Il dit d'ailleurs qu'il a travaillé pendant plusieurs mois au terrassement et qu'il a aussi connu des chefs d'équipe qui étaient restés des hommes. Donc la maladie et les expériences médicales. Dans les baraquements, les maladies se prolifèrent rapidement et entraînent le plus souvent la mort car le manque de premières nécessités entraîne une baisse de leur défense immunitaire. La promiscuité des détenus entraîne l'apparition de poux, de puces et d'autres encore. Des visites médicales sont effectuées et les plus faibles sont envoyés dans les chambres à gaz ou dans l'hôpital, qui était d'une apparence car en réalité, des expériences étaient effectuées sur les détenus. Merci de nous avoir écoutés. Benjamin va lire le dernier paragraphe du livre écrit par Robert Weil qui s'intitulait « Mon séjour dans les camps ». Je pense que pour terminer, c'était vraiment un passage que je voulais que vous écoutiez. Dans les camps d'extermination, il a existé un extraordinaire héroïsme du quotidien, exigeant de l'esprit de l'individu à la fois qu'il triomphe de la barbarie qui l'entourait et qu'il soit à chaque instant et dans toute situation porteur de civilisation et de dignité humaine. La liberté ayant disparu, elle ne vivait plus qu'en nous-mêmes. Chaque déporté dans les camps de la mort avait à choisir, soit l'adaptation à l'état concentrationnaire par l'acceptation de la désintégration morale, la déshumanisation par le retour à la vie animale, soit la lutte permanente contre un milieu cruel et sans éthique par l'effort de l'esprit. L'histoire des camps de concentration montre cet aspect dualiste de l'être humain, l'horreur et la déchéance dans lesquelles il peut s'anéantir, l'héroïsme en vue du maintien de la dignité éminente de l'homme par l'attachement aux valeurs de la civilisation dont il peut faire preuve dans des conditions d'esclavage indescriptibles. C'est ce courant puissant d'authentique humanité qui permet d'espérer dans l'avenir. Avenir dont les jeunes générations sont le meilleur garant, à condition qu'elles aient préalablement été averties par la connaissance de l'histoire, cette histoire que nous avons vécue et qui nous a marqués à jamais. Je tiens à vous exprimer, au nom de la communauté israélite, nos plus vifs remerciements et plus vives félicitations pour vos actions concernant le devoir de mémoire de la Shoah, tant par votre voyage à Auschwitz-Birkenau que par le rappel de la vie de M. Robert Weil. Honneur et respect vous sont dus. Transmettre
Toujours et encore transmettre, ne jamais oublier, afin que se concrétise cette phrase, plus jamais cela. Dans un monde en ébullition, dans un monde où règne une certaine violence, dans un monde où se dévoilent toutes sortes de discriminations et régulièrement de l'antisémitisme, je tiens à vous exprimer mon ressenti. Je crois que nous devons revenir aux valeurs fondamentales et universelles de l'être humain en apprenant notamment à regarder l'autre avant de regarder ses différences, qu'il soit chrétien, musulman, athée ou juif. Je crois enfin que nous devons nous considérer comme une création à part entière, c'est-à-dire comme des individus ayant chacun leurs convictions, leurs idéaux, leurs influences, leurs rêves et leurs désirs, des critères fondamentaux qui nous mènent au vivre ensemble en paix. À vous les élèves, je voudrais vous adresser ces quelques mots, vous qui êtes l'avenir de la France et de l'Europe. Si l'on y prend garde, un pays entier finit par perdre tout sens du droit, toute notion de justice. On en arrive à oublier que, quelle que soit la couleur de peau, son accent, sa religion s'il en a une, tout homme, toute femme, tout enfant a droit à une vie et à une dignité. Je voudrais vous citer ici ce soir quelques phrases d'origine du pape Jean XXIII. Jean XXIII s'adressait aux jeunes. Vous êtes l'avenir du monde, vous êtes l'espérance. Réfléchissez bien, vous les jeunes qui êtes précisément à l'âge où l'on tient à être beau ou belle pour plaire aux autres. Un jeune homme, une jeune fille doivent être beaux avant tout et surtout intérieurement. Sans une telle beauté intérieure, tous les efforts tournés vers le corps ne feront ni de lui ni d'elle une personne vraiment belle. Monsieur le grand rabbin Alain Weil, c'est avec une certaine nostalgie que je me rappelle de votre papa Robert Weil. Monsieur Weil était un homme qui nous a marqués de par son érudition, son savoir, ses compétences, son amabilité et sa serviabilité et surtout son sourire. Tout simplement dit, Monsieur Weil avait de la classe. Je vous remercie de m'avoir écouté. Plutôt que de parler moi-même, je vous lirai une partie d'un discours que mon père avait fait sur la déportation et qu'il avait prononcé le 30 août 1975 à Strasbourg. Moi-même, c'est-à-dire c'était à peu près au moment où j'ai commencé mon poste, j'ai débuté comme rabbin de Strasbourg à cette époque-là. Donc c'était également une attention de la communauté de l'avoir fait venir. Il faut savoir que la communauté de Strasbourg, chaque année, fait parler un ancien déporté ou une ancienne déportée, dans la mesure où il y en a encore, profiter de cette opportunité, si on peut dire, et c'est une soirée particulièrement émouvante. Donc voici ce texte. Pourquoi nous tournons-nous vers le passé concentrationnaire qui, à l'instar de la femme de Lot, risque de nous transformer en statue de sel, tarissant en nous tout élan de vie? Pourquoi, comme le dit le poète Robert Desnos, mort au camp de Thérésine, pourquoi ne chantons-nous que les refrains de Bagne au son d'un éternel et lugubre tocsin, alors que dans les montagnes retentit le bruit des cors et des buccins? Il y a 30 ans, en 1945, lors de l'avance des armées alliées, provoquant l'écoulement apocalyptique de l'Allemagne nazie, s'ouvraient les portes des bagnes concentrationnaires, percées dans d'épais réseaux de barbelés, que dominaient sinistres et lugubres miradors, ces portes qui avaient été conçues par de méphistotéliques architectes pour n'être franchies qu'une seule fois et dans un seul sens. Et aux yeux d'un monde épouvanté, s'offrait une réalité invraisemblable et atroce, un hallucinant grouillement d'êtres humains, ou de ce qu'il en restait,
parqués par milliers entre les barbelés électrifiés, exténués par le travail et les privations, décimés par des épidémies de dysenterie, de typhoïde et de typhus. Les déportés qui avaient résisté à ce sort n'avaient eu qu'un seul but, tenir, jusqu'à ce jour passionnément attendu, où la liberté à nouveau nous tendait ses bras. Tenir, c'est-à-dire conserver un comportement digne d'un être civilisé dans l'affreux creuset du troupeau concentrationnaire. Tenir, c'est-à-dire s'efforcer de rester soi-même, ou mieux encore, de se dépasser dans ce bagne où tout était pensé pour avilir, exténuer jusqu'à l'extrême limite, non seulement l'homme, mais l'humain en tant que tel. Pratiquer dans la mesure du possible la vertu de solidarité, l'amour du prochain dans cet univers de valeurs renversées de la Umwertung der Werte, chère à Nietzsche, où la haine barbare est un principe directeur d'action, où la torture est un jeu distrayant, la souffrance physiologique quotidienne, un laboratoire d'expérience rationnelle, et l'aboutissement à la mort une banalité. Pratiquer, dis-je, cette vertu a constitué la pierre angulaire de la conscience des déportés, le système de référence fondamental auprès duquel, en tout état de cause, soit en clairvoyance, soit obscurément, chacun de nous prenait ses repères. L'homme ne vaut en effet que par son intérieur, par son cœur. Comme le dit le psalmiste, un cœur brisé, éternel, tu ne repousses pas. Ce cœur brisé, Israël l'a présenté à Dieu pendant les années tragiques que nous avons vécues dans le camp de l'univers concentrationnaire. Le cœur brisé physiquement, dès l'aube glaciale et hostile de l'Appelplatz, où au garde à vous pendant des heures, devant les Übermenschen, les victimes, dédaigneusement appelées Stück, étaient comptées et recomptées, sinistre cérémonie qui se répétait le soir pendant l'infinie même durée, puis au cours de la journée, exténuante par l'épuisement physique, la faim lancinante, les sévices corporels. Le cœur brisé moralement par la promiscuité dégradante, la gratuite haine des groupes ethniques et raciaux, l'avilissement continu et permanent, et surtout la solitude effrayante de l'âme devant le mal absolu. Monde sans âme, sans conscience, monde où nulle règle morale ne prévaut pour défendre les victimes contre les tortionnaires, monde où les emmurés sont vivants, mais où l'homme est mort dans l'homme. Et c'est lors de ces interminables appels, dans le silence cauchemardesque qui régnait dans les camps, silence entrecoupé par des bruits de bottes, des claquements de talons, des hurlements brutaux, parfois hélas des détonations, que j'ai compris toute la valeur, toute la symbolique profonde, tout l'engagement de cette partie de la prière quotidienne. Nous te remercions, nous proclamons ta louange à cause de notre vie soumise à ta main et pour nos âmes confiées à toi, et pour les miracles de tous les jours envers nous, et pour tes prodiges et tes bienfaits de toute heure, du soir, du matin et de midi. Il y a un peu plus de 30 ans que les derniers cortèges tragiques de vieillards et de jeunes femmes, avec leurs enfants, ont été introduits dans les chambres à gaz d'Auschwitz. Il y a 30 ans que les portes des bancs hitlériens s'ouvrirent devant les derniers survivants de l'invraisemblable tragédie. On a dit des revenants de Verdun qu'ils revenaient d'un pays monstrueux et morne, dont personne n'osait fouiller le secret. Mais que dire du secret d'Auschwitz? L'immense holocauste, comme l'écrit le professeur Yankelevitch, pèse comme une tare et un invisible remords sur notre modernité. Buchenwald, Auschwitz, Dachau, Treblinka ne ressemblent à rien. Le crime est sans commune mesure avec quoi que ce soit, pensé dogmatiquement, organisé scientifiquement, exécuté rationnellement. Que notre pensée aille d'abord vers ceux des nôtres qui n'ont pas eu la joie de retrouver la saveur de la vie et de la liberté. Avant d'évoquer leurs nobles souvenirs, leurs pauvres souvenirs, rendons grâce à Dieu
d'avoir été de ceux qui ont eu le privilège de ne pas s'éteindre alors que toutes les sources de vie étaient épuisées et taries. Transmettons-leur un message, leur message, un message d'espérance, pas n'importe quelle espérance, l'espérance juive du prophète Jérémie qui voit surgir de la marmite bouillante la promesse d'un monde nouveau, le Bereshit, les prémices du futur. Comme le dit Goethe avec tant d'émotion, oui, leur silhouette chancelante s'approche, nimbée de l'ombre de Nacht und Nebel. Je revois mon ami le grand Ramin Hirschler, dont la force de caractère et la grandeur d'âme exceptionnelle fortifiaient tous ceux qui dans cette détresse avaient le bonheur de le connaître. Devant les questions angoissées de ceux qui, comme moi, vivaient avec la douleur lancinante tous les instants d'avoir amené avec eux leurs femmes et leurs petits-enfants, ils se refusaient à leur faire connaître le tragique destin qui fut le leur, encourageant par des détails plausibles la légende d'un possible camp de femmes et d'enfants, puisant dans son infinie compassion la force d'entretenir en ses prochains un espoir revitalisant combien nécessaire. Il disparut lors des derniers jours de cet esclavage hallucinant, serrant précieusement dans sa main un ultime message de sa pauvre femme, message qu'il avait réussi à sauver en dépit de tous les dangers encourus, de toutes les fouilles corporelles, de toutes les évacuations d'un camp à l'autre. Quant à nous, qui sommes encore là, nous sommes leurs témoins. C'est grâce à eux que nous n'avons pas désespéré de l'espèce humaine. Le Talmud, par la bouche de l'un de ses maîtres, dit « Là où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'être un homme ». Dans la vie concentrationnaire, nous avons essayé de préserver l'humain, de lui maintenir ses lettres de noblesse envers et contre tout. Personne n'a pu nous ravir la vie intérieure, la foi en Dieu, l'amour de sa loi, l'infinie pitié pour l'homme, le grand espoir qu'un jour se lèvera où l'esprit soufflera à nouveau. Mon père de mémoire bénie était un homme d'un courage et d'une force morale exceptionnelle. Il avait tenu, malgré les épreuves endurées, à reprendre du service dès 1945 et avait réussi à parler de son expérience traumatisante immédiatement en prononçant le discours traditionnel à la distribution des prix du lycée en 1946. Il m'a appris à ne jamais perdre espoir. Son livre, qui a été nombreuses fois cité, Témoignages sur son séjour dans les camps, se termine par cette citation de Goethe, il aimait beaucoup cet auteur, « Wir heißen euch hoffen », nous vous ordonnons d'espérer. Vois-tu, papa, cette soirée, organisée par le proviseur du lycée de Sarreguemines, M. Freiermuth te donne raison. Se retrouver ce soir, mon épouse Viviane et moi, qui vivons depuis notre retraite il y a 10 ans en Israël, se retrouver avec deux de mes cousins, le rabbin de Strasbourg et son épouse, son frère Francis, professeur de lettres classiques à Strasbourg, avec des anciens collègues et amis qui ont bien connu mes parents de mémoire bénie, dans l'enceinte de ce lycée où tu as donné le meilleur de toi-même, depuis le début de ta carrière en 1936 jusqu'à ta retraite en 1974, en faisant abstraction des années de guerre, se retrouver l'espace d'une soirée devant une classe d'élèves, leurs parents, le corps enseignant, dans ce lycée où tu as enseigné avec une constance professionnelle reconnue par les différents inspecteurs d'académie, tantôt les équations et théorèmes mathématiques, tantôt les différents domaines de la physique et de la chimie, où tu as tenu en haleine ton éditoire en alliant cours de sciences et digressions d'ordre philosophique. Se retrouver dans ce lycée où je suis moi-même élève de 1953 à 1965, depuis la classe du CP jusqu'à la terminale, et dont je garde d'excellents souvenirs, tant des professeurs de qualité qui m'ont formé que des camarades de classe, pour une soirée
où des élèves ont présenté leurs travaux sur la Shoah, l'Holocauste, travaux qu'ils ont réalisés sous la direction de leur professeur d'histoire, M. Denis Franou, que je tiens à remercier tout particulièrement, et où ils se sont penchés sur la vie et le parcours de mon père, où ils ont visité le mémorial de la déportation à Paris et le camp d'Auschwitz. Une telle soirée, dédiée à la mémoire de mon père et à travers lui, à titre posthume, à tous les déportés, tient pour nous-mêmes, nos enfants, petits-enfants d'Israël, du rêve. Un rêve pourtant bien concret et réel. Un événement d'autant plus remarquable que le contexte actuel, en France ou ailleurs, n'encourage pas ce genre d'initiative. Vous me faites penser à ce village gaulois d'Astérix, résistant envers et contre tout à l'occupant. Merci donc à Monsieur le Proviseur, à l'Amicale des professeurs, aux personnalités ici présentes, au rabbin Wertenschlag, qui a la charge de la communauté juive de Sarreguemines actuellement, un ami de longue date, au président Jackie Marx, aux membres de la communauté juive qui sont déplacés, aux anciens collègues de mon père ici présents, à Anne, venue spécialement de Paris, fille de nos amis Simon et Claudine Gerson-Korn. Son père faisait partie des orphelins recueillis dans la maison de Lauzet, de Bouvernay dans l'Allier, où mon père exerçait comme directeur pédagogique. Il avait remarqué parmi les enfants quelqu'un à l'esprit spécialement vif, et il lui a donc enseigné les rudiments des mathématiques. Après-guerre, Simon a fait des études brillantes et devint directeur du laboratoire de Saclay. Et une amitié est restée au fil des années, jusqu'à la génération suivante, entre les deux familles. Les innombrables personnes qui ont été marquées à vie par leur rencontre à un moment de leur existence avec mon père. Parmi les autres personnes, les uns ont pu garder un souvenir d'une parole, les autres d'un enseignement, les troisièmes d'une attitude particulièrement noble dans une situation délicate, d'autres encore par un conseil judicieux de mon père. Merci à M. Eric Elkoubi, conseiller départemental du Bas-Rhin, ancien député, de s'être déplacé spécialement. C'est un signe supplémentaire de l'amitié que tu nous portes, Eric, et de ta fidélité. Viviane et moi en sommes spécialement touchés.